Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, dans notre cours d'analyse, nous allons voir un nouveau type d'exercice. C'est un exercice au cours duquel on donne la fonction f, non seulement en fonction de l'antécédent x, mais on donne ça à partir d'un paramètre réel, ordinairement que l'on appelle m. Eh bien, parfois, au lieu de dire f de x, on dit fm de x. Ordinairement, la courbe de f, on l'appelle ordinairement c. Eh bien, puisque c'est avec un paramètre qu'on donne ça, on va avoir c de m. Eh bien, parfois, puisque m va varier avec l'antécédent x, eh bien, à chaque valeur de m qu'on va avoir, on va avoir une fonction. Okay? Pour m égale à 1, on va avoir une fonction f1, une courbe c1. Pour m égale à 0, une courbe c0, une fonction f0, etc. Eh bien, on pourrait avoir une infinité de courbes avec cette valeur du paramètre réel qui est m. Eh bien, parfois, on pourrait vous demander de prouver que toutes ces courbes Cm passent par un point fixe. Ok, donc lorsque vous étiez dans les classes NS3, donc dans la classe NS3, effectivement, on vous a déjà appris comment faire cela. Mais à présent, dans la classe NS4, on va vous apprendre comment on pourrait faire ça à l'aide d'une fonction ln. Parce que la fonction ln, c'est en NS4 qu'on étudie ça uniquement. Et ensuite, on va apprendre à faire ça avec la fonction exponentielle dans le cours qui suit. Ok, donc voilà, nous allons résoudre l'exercice du cours d'aujourd'hui. Voici l'exercice. On considère la fonction numérique fm de x est égal à 3 plus m ln x sur x, où m appartient à R. On note C de m la courbe représentative de f de m dans un repère OX. Maintenant, A. Montrer que lorsque m décrit R, les courbes Cm passent par un point fixe A dont on précisera les coordonnées. B. Pour m égale à 1, étudier les variations de f1, puis tracer sa courbe C1 dans le repère OJ, le repère qu'on a déjà donné. C. Déterminer l'équation de la tangente au point d'ordonnée nul de C1. D. Montrer qu'une primitive de ln x sur x est ln x au carré sur 2. En déduire l'ensemble des primitives f1 de f1 et celle qui prend la valeur 11,5 lorsque x est égal à i. Eh bien voilà, nous commençons. Ok, donc la fonction f était donnée en fonction de m, c'est 3 plus m ln x sur x. Eh bien, donc nous dressons cette valeur. Ok, donc nous écrivons cette valeur, c'est la courbe C, les courbes C de m, fm de x égale à 3 plus m ln x sur x, m appartient à R. La première partie de l'exercice concerne la détermination d'un point fixe A. Ok, c'est montrer que toutes les courbes Cm passent par un point fixe A dont on précisera les coordonnées. Eh bien, comme je pense que vous avez déjà appris comment faire cela dans la classe NS3. Si vous n'avez pas eu la chance de le faire dans la classe NS3, eh bien, vous avez pour devoir de suivre mes explications. D'abord, pour prouver qu'une fonction passe par un point fixe, lorsque la fonction est donnée à l'aide d'un paramètre f, eh bien, d'un paramètre réel, soit m ou n'importe quel autre paramètre, eh bien, il faut impliciter la fonction, c'est-à-dire en posant la fonction fm de x égale à y. On fait ça. Maintenant, on rend ça comme ça, c'était un rapport. Maintenant, on transforme ça suivant une équation linéaire, c'est-à-dire une équation pas une application linéaire, mais comme une équation qui n'a pas de dénot. Ok, donc on fait de sorte que on a une seule ligne. Ok, et bien voilà, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne 3 plus m ln x égale à xy. Maintenant on transpose. C'est 3 moins xy, je transpose xy au premier membre. 3 moins xy plus m ln x est égal à 0. Je remplace xy par 0 parce que je transpose xy au premier membre. Eh bien, la règle nous dit que après avoir transformé l'expression, on va avoir deux termes. On va avoir deux cas.
le cas où on n'a pas la valeur du paramètre M et le cas où l'on a la valeur du paramètre M. Dans quel cas on a le paramètre M? C'est dans ce cas, et dans ce cas, on n'a pas M. Eh bien, on dit que on doit poser l'expression qui n'a pas d'M, on doit l'annuler, ok? Et l'expression qui a M, on doit l'annuler. On va avoir un système de deux équations à donc, peu importe le nombre d'inconnus, mais on va toujours avoir un système de deux équations. D'une part, on annule l'expression sans M, d'autre part, l'expression avec M. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On annule l'expression sans M et d'autre part, l'expression avec M. Puisqu'on a deux équations, l'équation qui paraît la plus simple ici, c'est l'équation en deux. On résout l'équation en deux en prenant l'exponentielle des deux membres. Exponentielle ln x donne exponentielle 0. En prenant exponentielle des deux membres dans l'équation 2. Exponentielle ln x donne x, exponentielle 0 donne 1. Ok, on a x égale à 1. Maintenant, on porte cette valeur de x dans la première équation. Ça nous donne 3 moins 1 par y est égal à 0. Ça donne moins y égale à moins 3. En transposant, y est égal à 3. Maintenant, puisqu'on trouve une seule valeur de x, une seule valeur de y, eh bien, puisque le système était à deux inconnus, on va avoir un seul couple xy. Eh bien, ce couple xy est bien le point A. Donc, les courbes CM passent par un point fixe A de coordonnées 1, 3. Maintenant, dans la partie B, on demande de déterminer, ok, dans la partie B, pour M égale à 1, d'étudier les variations de F1, puis tracer sa courbe C1 dans le repère OIJ dont on a parlé. Ok? Eh bien, voilà, nous allons placer le cas où M égale à 1. Quand M prend la valeur 1, on va avoir F1 de x à la place de Fm. À la place de M, on met 1. F1 de x est égal à 3 plus M. M vaut 1 ici, c'est 1 ln x, parce que c'était M ln x. Eh bien, 1 ln x, le coefficient 1 ne s'écrit pas en mathématiques. Ça donne 3 plus ln x sur x. Ok, maintenant, nous avons appris, pour étudier les variations d'une fonction, il faut d'abord chercher son domaine de définition. Eh bien, nous commençons avec le domaine de définition de cette fonction. La fonction f1 est à la fois rationnelle, parce que x est figuré au dénot, et ln. Ok, donc, ln x n'a pas de sens si x n'est pas supérieur à 0. Eh bien, il faut prendre tout réel x tel que x soit supérieur à 0. Mais on doit prendre x différent de 0, puisque la fonction est rationnelle, et c'est x qui est figuré au dénot. Mais quand x est supérieur à 0, c'est sûr que x va être différent de 0. C'est pourquoi x est supérieur à 0, c'est une condition nécessaire et suffisante pour le domaine de définition de la fonction f1. Donc, x supérieur à 0 n'est autre que l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, on a le domaine de définition de f. Maintenant, on prend les limites aux bornes de f1. Limite f1 de x quand x tend vers 0+, c'est 3 plus ln 0+ sur 0+. ln 0+ donne moins l'infini, on a 3 moins l'infini sur 0+. Que donne 3 moins l'infini? Ça donne moins l'infini. On a moins l'infini sur 0+. En appliquant la règle des signes moins par plus moins, on a moins l'infini. Infini sur k donne infini pour tout réel k. Eh bien, on applique la règle des signes pour voir quel signe qu'on doit mettre à la fin. C'est pourquoi ça donne moins l'infini. Moins l'infini sur 0+, ça donne moins l'infini. Donc, x égale à 0, c'est asymptote verticale à la courbe. Maintenant, nous continuons avec les limites aux bornes. On prend la limite de f1 de x quand x tend vers plus l'infini. La limite de f1 de x en plus l'infini, c'est la limite de 3 plus ln x sur x en plus l'infini. La limite de ln x en plus l'infini donne plus l'infini. Celle de x en plus l'infini, c'est encore plus infini. C'est sûr, si on remplace x par plus infini, on va avoir une forme indéterminée. Eh bien, puisqu'on a prévu ce cas, on commence par lever cette indétermination en prenant limite de 3 sur x plus ln x sur x. Maintenant, nous avons appris que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. On prend la limite de 3 sur x en plus l'infini, plus la limite de ln x sur x en plus l'infini. La limite de 3 sur x en plus l'infini, c'est 3 sur plus l'infini. Mais la limite de ln x sur x en plus l'infini, c'est 0. Parce que ça, c'est une limite de référence. On n'a qu'à appliquer la formule.
eh bien on a 3 sur plus l'infini qui donne 0, 0 plus 0 qui donne 0. Ok, donc c'est limite f1 de x, en plus l'infini, ça donne 0. Eh bien, puisque quand x tend vers infini, ça donne un réel, ce réel est dit asymptote horizontale à la fonction, à la courbe, ok, à la courbe à la courbe C1 en plus l'infini. C'est en plus l'infini que cette asymptote horizontale existe. Maintenant, pour le sens de variation de la fonction f, on prend, puisque f1 est une fonction rationnelle, ça se présente sous la forme u sur v, mais sa dérivée c'est u' v moins v' u sur v carré. On identifie u c'est le numérateur qui donne 3 plus ln x, la dérivée de 3 c'est 0, la dérivée de ln x c'est 1 sur x. V, le déno qui est x, sa dérivée v' c'est 1. Maintenant, on fait la dérivée f1' de x. Pour dériver f1' de x, c'est u'v moins v' u sur v carré. Voilà, on prend u' par v moins v' par u sur v carré. Ok, en appliquant la formule, c'est ce qu'on trouve. Et bien maintenant, nous faisons l'application. 1 sur x par x, ça donne 1. Moins 1 par 3 plus ln x, on fait entrer le signe moins. Donc, puisque 1 est neutre pour la multiplication, c'est le signe qui change uniquement. Ça donne moins 3 moins ln x. Maintenant, on fait une réduction. Ça donne moins 2 moins ln x sur x carré. Ok, ça c'est la dérivée f1' de x. Ok, maintenant, pour étudier le signe de f1', puisqu'il s'agit d'un rapport, on annule le numé et on pose le déno différent de 0. Numé égale à 0, ça nous donne moins 2 moins ln x égale à 0. Déno différent de 0, c'est x carré qui est différent de 0. Donc, si on tire ln x ici, on pourrait transposer moins ln x au deuxièmement. Ça donne moins 2 égale à ln x. Et x carré qui est différent de 0 veut dire que x est différent de 0. Et bien maintenant, nous prenons exponentielle des deux membres dans cette partie. Ça donne exponentielle moins 2 égale à expo ln x, avec x différent de 0. Donc on a expo ln x qui donne x est égal à exponentielle moins 2. X est différent de 0. Eh bien, nous avons deux valeurs. Eh bien, nous mettons ces deux valeurs-là sur R. Nous allons étudier le signe de f', de f1'. Nous allons étudier le signe de f1' sur R et ensuite faire une restriction pour déduire ça sur l'ensemble de définitions de R. Eh bien, voilà, on commence. Moins 2 moins ln x. Ça s'annule pour expo moins 2. Le signe de A, c'est moins. Le signe contraire de A, c'est plus. X carré. Ça s'annule pour 0. Puisque x carré est un carré parfait, je mets plus sur toute la ligne. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Puisque le domaine, c'était 0 à plus infini, sur moins l'infini 0, on assure cette partie parce que f n'était pas défini. F1 n'était pas défini sur moins l'infini 0. Et bien sûr, 0 à plus infini, entre 0 et expo moins 2, plus par plus donne plus. Et ensuite, en dessous de expo moins 2, on a 0. Moins par plus donne moins. Sur expo moins 2 à plus infini. Et bien ceci nous dit que f1 est croissante sur 0 expo moins 2, décroissante sur expo moins 2 à plus l'infini. Maintenant, nous pouvons remarquer f1 admet un maximum relatif sur son ensemble de définitions. Eh bien, nous allons calculer l'ordonnée de ce maximum. OK? Nous allons calculer le maximum exactement. Ordinairement, en mathématiques, lorsqu'on parle de minimum ou du maximum, l'extrémum, c'est toujours l'ordonnée. Donc, on pourrait dire que f admet un maximum pour x égale à quelque chose. Mais le maximum, c'est toujours l'ordonnée. Donc, nous allons trouver ce maximum. Le maximum, c'est f1 de expo moins 2. f1 de expo moins 2, c'est 3 plus ln expo moins 2 sur expo moins 2. ln expo moins 2 donne moins 2. Et bien, on a 3 moins 2 sur expo moins 2. 3 moins 2 donne 1. On a 1 sur expo moins 2 qui donne e carré. Donc, S, c'est expo moins 2, expo 2. OK? Donc, S, j'appelle les coordonnées de ce sommet. Donc, l'endroit où l'on trouve l'extrémum, c'est le sommet de la courbe qui existe dans ce cas. Eh bien, c'est le sommet, je l'appelle S, qui a pour abscisse expo moins 2 et pour ordonnée expo 2.
Maintenant, nous cherchons d'autres valeurs particulières. Le cas où F coupe l'axe des abscisses et le cas où la coupe C1, le cas où C1 coupe l'axe des abscisses, le cas où C1 coupe l'axe des ordonnées. D'abord, lorsque C1 coupe l'axe des ordonnées, X va être égal à 0, mais est-ce qu'on peut avoir F1 de 0? Non, F1 de 0 n'existe pas parce que 0 n'était pas dans le domaine de définition de F1. Maintenant, nous prenons le cas où C1 coupe l'axe des abscisses. Quand C1 coupe l'axe des abscisses, c'est F1 de X qui prend la valeur 0. Et bien sûr, D de F1, on va avoir le produit des extrêmes égal à celui des moyens. C'est 3 plus lnx qui donne 0. On tire lnx. Lnx est égal à moins 3 en transposant moins 3. On prend ln exponentielle des deux membres. Exponentielle lnx est égal à exponentielle moins 3. Que donne exponentielle lnx? Exponentielle lnx donne x. Exponentielle moins 3 donne expo moins 3. Exponentielle lnx donne x égale à exponentielle moins 3. Donc x donne expo moins 3. Et bien voilà, quand y est égal à 0, et bien on peut dire qu'il y a un point sur l'axe des abscisses, c'est le point B de coordonnées expo moins 3, 0. Maintenant, nous donnons le tableau des variations de F1 sur son ensemble de définitions qui était 0 à plus infini ouvert sur 0. Eh bien, on peut transformer ça, c'est L star plus. Eh bien maintenant, les variations de F, on place le point B expo moins 3, 0, le sommet S, et le point A, qui était le point fixe, on pourrait placer ça dans le tableau des variations. Donc ce n'est pas nécessaire, mais on pourrait le faire parce que puisque toutes les courbes CM passent par un point fixe A de coordonnées 1, 3, eh bien donc le point A de coordonnées 1, 3 est un point particulier pour la courbe. Donc on pourrait mettre ça dans le tableau des variations. Si on ne met pas le point 1, 3 dans le tableau des variations, ce n'est pas une erreur. Ok, donc, parce que le tableau des variations, comme je vous l'ai appris dans le cours précédent, le tableau des variations, c'est ce qu'on trouve dans le signe de la dérivée. Ok, donc, ce qui est nécessaire, autre que les limites dans le tableau des variations, c'est les points d'inflexion ou les extrémums. Ce sont ceux qui sont plus importants autres que les limites. Mais les points sur les axes ne sont pas nécessaires. Les points particuliers, c'est comme bon ensemble qu'on pourrait faire ça. Mais pour le tableau des variations, ceux qui sont nécessaires, c'est les points qu'on trouve dans le signe de la dérivée. Ok? Donc maintenant, on peut passer directement dans la représentation graphique de la fonction F1. Ok, la courbe C1. Ok, donc comme vous pouvez remarquer, en 0 plus ça donne moins l'infini. Au pied de l'asymptote verticale x égale à 0 en moins l'infini, on passe par le point B, expo moins soit 0, le sommet S, expo moins 2, expo 2, et on descend dans le point 1, 3, et on descend au-dessus de y égale à 0 en plus infini. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Au pied de x égale à 0, l'asymptote verticale, qui est confondu avec l'axe des ordonnées, on monte en passant par le point exponentielle moins 3, 0. Exponentielle moins 3 étant tellement petit, donc c'est presque confondu avec l'axe des ordonnées. Ok, donc ça caresse presque l'axe des ordonnées ou l'asymptote verticale. Ok, donc on monte au sommet expo moins 2, expo 2. Et ensuite, on descend au point A de coordonnées 1, 3. Ok, c'est au voisinage de... donc, le point A est dans cette partie-là. C'est au voisinage de cette partie-là. Et bien maintenant, ensuite, on descend sur y égale à 0 en plus infini. Voici l'asymptote horizontale y égale à 0. L'asymptote verticale x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. L'asymptote horizontale y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, nous continuons avec la troisième partie. Dans la troisième partie, on a demandé de trouver l'équation de la tangente
l'équation de la tangente AC1 au point d'ordonnée nulle. Ok, donc nous allons calculer l'équation de la tangente à la courbe C1 au point d'ordonnée nulle. Eh bien, quel point ayant une ordonnée nulle? C'était le point B. Eh bien, c'est au point B que nous allons déterminer cette équation de la tangente. Eh bien, voilà, nous mettons dans la partie C, c'est au point B de coordonnées exponentielle moins 3, 0. Donc, nous allons calculer cette équation de la tangente. C'est en XO égale à exponentielle moins 3. Nous avons appris la formule. C'est Y égale à F' de XO, facteur de X moins XO plus F de XO. Eh bien, on applique la formule. F' de XO, c'est F' de exponentielle moins 3. Eh bien, on remplace X par sa valeur dans F' de X. C'est moins 2 moins ln x. Ok? Moins 2 moins ln x. La valeur de F' de X, c'était moins 2 moins ln x. Eh bien, on prend moins 2 moins ln expo moins 3 sur x carré. Eh bien, on remplace x par expo moins 3 sur expo moins 3 au carré. C'était moins 2 moins ln x sur x carré. Donc, c'est moins 2 moins ln expo moins 3 sur expo moins 3 au carré. Maintenant, on réduit. ln expo moins 3, ça donne moins 3 parce que ln x donne ln exponentielle x donne x. Eh bien, ln exponentielle moins 3 donne moins 3. On a moins 2 moins 3, ça donne moins 2 plus 3. Sur exponentielle moins 3 au carré, ça donne exponentielle moins 6. On a moins 2 moins par moins 3, ça donne moins 2 plus 3. Sur expo moins 3 au carré qui donne expo moins 6. Moins 2 plus 3, ça donne 1. 1 sur expo moins 6. 1 sur expo moins 6, ça donne expo 6. Maintenant, on connaît f' de xo. Maintenant, nous allons calculer f de xo. F de xo, c'était 0. Parce que normalement, puisque le point B était le point d'ordonnée nulle pour C1, eh bien, c'est sûr que F2 est moins F1. Ok, donc, c'est F1. On reprend, c'est F1 prime de XO, facteur de X moins XO plus F1 de XO. Ok, donc, on calcule F1 prime de XO est égal à F1 prime de expo moins 3 égal à moins 2 moins ln expo moins 3 sur expo moins 3 au carré. Ok, donc, moins 2 moins par moins 3 sur expo moins 6, ça donne moins 2 plus 3 sur expo moins 6. Ok, donc, on a déjà expliqué cette démarche. Donc, c'est seulement l'indice 1 que nous n'avons pas précisé pour la fonction f. Ok, parce que c'était une fonction fm, c'est au cas que m égale à 1. Donc, on pourrait donner un nom particulier, on appelle directement f, soit f cette fonction. Mais, puisque dans l'énoncé, c'est f1 qu'on a demandé d'appeler cette fonction, et c'est un ça coupe, et c'est pourquoi nous prenons soin d'ajouter l'indice 1. Ok, ce n'est pas une grave faute de ne pas mettre l'indice 1 à côté de f, mais c'est important. Ok, parce que c'est le nom pris par l'auteur. Eh bien, je crie f'1 de xo, facteur de x moins xo, plus f1 de xo. Eh bien, f1 prime de xo, c'est f1 prime de expo moins 3, qui donne moins 2 moins ln expo moins 3 sur expo moins 3 au carré. ln expo moins 3 donne moins 3. On a moins 2 moins par moins 3. Expo moins 3 au carré, ça donne expo moins 6. On a moins 2 plus 3 sur expo moins 6. Moins 2 plus 3 donne 1 sur expo moins 6, ça donne expo 6. Ok? Maintenant, dans l'autre cas, pas la peine de calculer f1 de xo, parce que f1 de xo, suivant l'hypothèse, ça donne 0 exactement. Parce que le point B est un point de la courbe C1. Et donc, f1 de xo donne f1 de expo moins 3 qui donne 0. Et bien, par conséquent, la droite, qui est l'équation de la tangente, c'est f1 prime de xo qui donne expo 6, facteur de x moins xo, plus f1 de xo qui donne 0. Ok? Eh bien, maintenant, on fait entrer expo 6 par distributivité. Ça donne expo 6 par x moins expo 6 par expo moins 3. On fait la somme des exposants. 6 moins 3, ça donne 3.
on a y égale à expo 6 par x moins expo 3. Ok, ça c'est pour la troisième partie de l'exercice. Maintenant, pour la quatrième partie, on demande de trouver une primitive, de montrer qu'une primitive de ln x sur x, c'est ln x carré sur 2. Eh bien, on va prouver ça. On pourrait faire ça de deux façons. On pourrait prouver que la dérivée de ln x au carré sur 2 donne ln x sur x. On pourrait prouver également, à l'aide des tableaux des primitives, qu'une primitive de ln x sur x donne ln x au carré sur 2. Ce qu'on fait, ln x sur x n'est autre que 1 sur x par ln x. Parce que si on pose u égale à ln x, sa dérivée c'est 1 sur x. U' c'est 1 sur x. Eh bien, avoir ln x sur x, c'est 1 sur x par ln x qui donne u' par u. On a u' exposant n, où n ici vaut 1. Ok, u' exposant n, au cas que n vaut 1. Eh bien, nous avons appris, suivant le tableau des primitives, lorsqu'on a u' par u exposant n, la formule donne, c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Ça, c'est l'ensemble des primitives. Eh bien, si nous pouvons donner une primitive, dans ce cas, nous allons prendre le cas où c prend la valeur 0. Eh bien, on va avoir u exposant n plus 1. U, c'est quoi u? C'est ln x. C'est ln x exposant 1 plus 1 sur n sur 1 plus 1. C'est ln x exposant 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ça donne ln x exposant 2 sur 2. Ok? Donc voilà, une primitive de ln x sur x, c'est bien ln x au carré sur 2. Ok? Maintenant, ce qu'on demande à partir de cette partie, après avoir prouvé qu'une primitive de ln x sur x, c'est ln x au carré sur 2, on demande de prouver que de donner l'ensemble des primitives grand F1 de petit f1 et ensuite trouver la primitive qui prend la valeur 11,5 lorsque x prend la valeur e. Ok, d'abord, nous cherchons l'ensemble des primitives grand F1 de petit f1. Grand F1, c'était 3 plus ln x sur x, ou encore 3 sur x plus ln x sur x. On a décomposé F1 lorsque nous calculions la limite de F1 en plus infini. On a décomposé F1 de cette façon. Eh bien, 3 sur x n'est autre que 3 par 1 sur x, plus ln x sur x. Ln x sur x, on a déjà calculé une primitive de ln x sur x. Maintenant, 3 par 1 sur x, le tableau des primitives nous dit que lorsqu'on a 1 sur x, une primitive c'est ln, valeur absolue de x plus c. L'ensemble des primitives c'est ln x, ln, valeur absolue de x plus c pour l'ensemble des primitives. Mais puisque ici, x est déjà défini, la fonction f, on avait déjà vu que x est supérieur à 0 pour ddf1, et bien pas la peine de prendre la valeur absolue, c'est sur 0 à plus infini. Puisque ln x existe déjà, et bien c'est pourquoi on peut prendre ln x directement sans la moindre difficulté. Pas la peine de douter sur ln x ici, parce que ln x existe déjà, et bien on peut prendre ln x directement. Et bien f1 de x donne 3 ln x plus, en l'ensemble des primitives de ln x sur x, c'est ln x au carré sur 2 plus c. Ok? Donc on reprend. Une primitive de 1 sur x, c'est ln x qui se multiplie par 3 qui donne 3 ln x. Et une primitive de ln x sur x, on a déjà calculé que ça, c'est ln x au carré sur 2. Et maintenant, l'ensemble des primitives de f1, c'est grand f1 qui est égal à 3 ln x plus ln x au carré sur 2 plus c, où c est une constante réelle. C appartient à R. Ok? Maintenant, pour trouver la primitive qui prend la valeur 11,5 quand x est égal à e, eh bien, on cherche la valeur c. On pose f1 de grand e est égal à 11,5. Eh bien, on remplace x par e, c'est 3 ln e plus ln e au carré sur 2 plus c égale à 11,5. Ln e donne 1, c'est 3 par 1, plus 1 au carré sur 2 plus c égale à 11,5. 3 par 1 donne 3, 1 au carré ça donne 1, plus 1,5 plus c. 3 plus 1,5, ça donne 7,5, on va avoir 2 par 3, 6, plus 1. On a 7,5 plus c est égal à 11,5. Maintenant, on transpose, c donne 11,5 moins 7,5,
ça donne 4 demi. Parce que si on fait 11 moins 7, on va avoir 4. C donne 4 demi. 4 demi n'est autre que DE. Et bien, puisque 4 demi donne 2, et bien, la primitive qui prend la valeur 11 demi lorsque x est égal à E, c'est F1 de grand F1 de x est égal à 3 ln x plus ln x au carré sur 2 plus 2. Ok, c'est le cas où C est égal à 2. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. N'oubliez pas de vous y abonner et d'aimer la vidéo. Merci et bonne journée.